à toutes et à tous. Plusieurs sujets ont fait le menu de l'actualité au cours de la semaine. Quelques-uns ont retenu notre attention pour être décryptés sur ce plateau du forum de la rédaction, sur Eden TV, mais également sur la 102.3 Diaspora FM. C'est tous les vendredis à partir de 18h sur Diaspora FM, la 102.3, et sur Eden TV, sur rendez-vous vendredi 21h en nouvelle diffusion, le lundi à partir de 17h15 minuit. Alors, trois sujets nous intéressent pour faire le décryptage aujourd'hui. Le préfet du littoral qui a rencontré les imams à propos donc de l'occupation des trottoirs et espaces publics lors donc des prières. Les recommandations du préfet aux imams, nous allons en parler dans un instant. Ensuite, en deuxième sujet, on reviendra sur les réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur, notamment la position de l'intersyndicale qui dit ne pas du tout être associé donc à ces réformes. Nous reviendrons sur quelques points essentiels, notamment la démocratie universitaire, notamment la nomination des recteurs, processus déjà lancé par les conseils d'administration des universités, et bien d'autres points, par exemple la classe, le corps hors hiérarchie, selon bien sûr les réformes apportées. Nous allons donc en discuter dans un instant. Le troisième sujet sera relatif à la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale célébrée jeudi dernier, 12 août. Quel est l'avenir de la jeunesse africaine face à l'instabilité, le sous-développement du continent et bien d'autres mots qui minent l'évolution du continent africain? L'épanouissement de la jeunesse africaine est-elle prête dans ce contexte-là à assurer la relève? Nous allons faire le débat dans un instant avec mes deux invités. Et pour faire le débat, comme vous le savez bien, Isiaka Kochoni avec moi, déjà ici, dans sa position habituelle. Isiaka, bonjour. Oui, bonjour, Koné Aïssé, bonjour, chers téléspectateurs. Et auditeurs de la 102.3. Voilà. Voilà. Et puis en face de vous, le DP du quotidien Nouvelle Élite, voilà, donc Hippolyte Dosouanou, c'est ça? Oui. Hippolyte, bonjour. Bonjour, Corneille Aïssé, bonjour à nos amis auditeurs et auditrices de Diaspora FM, téléspectateurs et téléspectatrices d'Eden TV. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sujets au cours de la semaine, beaucoup de sujets. Pas beaucoup d'actualités politiques en tout cas, mais beaucoup de sujets. Alors, le préfet, on va commencer donc avec le préfet du littoral, Alain Sourou Oula, qui donc a échangé mardi avec les imams de Cotonou. Vous savez très bien que l'actualité, les grands sujets au niveau donc, de nos communes, de certaines grandes communes du Bénin aujourd'hui, c'est donc l'assainissement, les questions d'assainissement, les questions d'occupation des espaces publics. Alors, il a été constaté quand même que lors de certaines prières, les trottoirs et autres espaces sont parfois occupés. Donc, le préfet a mené quand même une démarche vers donc, des responsables religieux, notamment les imams, pour que ces genres de situations ne se produisent plus dans nos villes qui sont aujourd'hui quand même répondent aux normes internationales. Hippolyte Dosouanou, que pensez-vous donc de cette démarche du préfet là? Bon, d'entrée de jeu, je puis affirmer que la démarche qu'a entreprise le préfet du littoral, Maître Alain Oula, est à saluer. Parce que cette démarche a montré quand même son sens avéré de collaborer avec tous les corps sociaux de son département. Et la rencontre qu'il a eue avec les imams par rapport à l'occupation des fidèles musulmans lors des prières, notamment du vendredi à 13h, je pense que cette rencontre vaut la peine d'être tenue, dans la mesure où nous avons constaté avec fierté la campagne de déguerpissement que le gouvernement et les communes ont entamé encore ces derniers jours pour libérer les trottoirs et les espaces publics ou bien les artères des grandes voies publiques. Et cela, quand même, ça dit la décision qui est issue de ces rencontres, où le préfet a exigé, avec l'accord des imams présents,
qu'il faut ne plus accepter, ne plus admettre à ce que des fidèles musulmans s'agenouillent au bord des voies ou bien étalent leurs nattes pour commencer par prier. Et nous sommes dans un pays de droit et tout est régi par les tests. Quand nous prenons parallèlement aux musulmans, les chrétiens, c'est rare de voir des congrégations religieuses ou bien des chrétiens prier au bord des trottoirs. Ils ont leur temple qu'ils respectent. Et quand nous prenons les musulmans, ils ont aussi les mosquées. Il est bien vrai, c'est l'une des religions où il y a assez de fidèles. Mais on constate malheureusement que les mosquées qui sont construites sont souvent exiguës. Ce qui n'est pas bien. Le capacité d'accueil est vraiment faible. Alors que c'est une religion bénie où les gens ont les capacités financières conséquentes pour construire les grandes mosquées. Cette décision qui s'impose à eux devrait quand même les amener à réfléchir, à voir comment il faut construire les fois à venir les mosquées. Nous avons constaté que certains fidèles qui n'ont pas du tout épousé cette décision du préfet du littoral, je m'en vais leur dire quand même qu'ils sachent quelque chose. Mais en attendant, je reviens à vous tout à l'heure. On va prendre en attendant les interprétations, les points de vue des uns et des autres par rapport donc à la question et surtout donc les décisions du préfet. Ici à Kakoshone, voilà donc la réaction par rapport donc, à cette démarche du préfet Oula. Voilà, étant en béninois, et ici à Kaboudi, il y a quelque chose qui est un musulman. Assalamu alaikum alors. Salam. Ça doit vous dire quelque chose. Donc, je pense que le débat est équilibré. Oui, bien équilibré. Je pense que la décision du préfet est salutaire. Mais il faut qu'on comprenne aussi quelque chose. Nous sommes dans un pays où nous devons suivre la loi. Et les prières du vendredi sont un peu différentes des autres prières. Parce que dans chaque quartier, dans chaque zone, il y a des mosquées. Les prières de 20h, de 14h, de 6h ne se font pas aux abords des rues. Chacun prie dans sa mosquée. Mais les prières du vendredi, comme l'a exigé le Coran, je ne suis pas un professeur de l'école coranique, doivent être faites ensemble dans une communauté des zones données. Mais il est constaté que nos parents, nos frères, les fidèles musulmans, choisissent délibérément d'aller prier aux abords des rues, ce qui n'est pas fréquent dans beaucoup d'endroits. Est-ce que ce n'est pas la capacité d'accueil? Oui, c'est la capacité d'accueil. C'est la capacité d'accueil. Il faut qu'on comprenne que c'est la capacité d'accueil. Mais si la volonté y est, les gens pourront, tels qu'ils quittent beaucoup de mosquées, ils peuvent s'entendre et construire une grande mosquée. Moi, je suis à Calavi, là, il y a une zone là où nous prions. C'est une seule personne qui a dit, je construis une mosquée. La mosquée, là, peut prendre 2000 personnes. J'ai dit, c'est la plus grande mosquée même de Calavi, si on veut quantifier et la capacité des mosquées là-bas. Et encore en haut. Il est encore en haut. Voilà. Les femmes occupent le deuxième et il y a encore d'espace. Mais on constate que dans certaines mosquées, c'est comme il faut aller étaler sa natte et commencer par prier. Je pense que la décision du préfet est salutaire. Il faut que nos fidèles, nos frères musulmans comprennent que le Coran l'a dit effectivement, les prières dans les mosquées, les prières du vendredi ne doivent pas se faire à part comme nous avons l'habitude de prier. Mais il faut qu'on prenne aussi les mesures nécessaires pour pouvoir prier ensemble. Est-ce que l'accident prévient? Ou hormis même asfaltage, déguerpissement, est-ce que l'accident prévient? Lorsque vous êtes en train de prier et un véhicule déraille, ça peut tuer beaucoup de personnes. Il ne faudrait pas qu'on voit aspect de asphaltage ou bien quoi. Il faut penser aussi à l'accident. Les gens étaient à l'église à Paris quand un véhicule a déraillé. L'église vient dire, et ça a tué beaucoup de personnes à la veille. Un 25 décembre, ça fait 2 ans ou 3 ans. Je pense que les musulmans aussi doivent réfléchir dans ce sens, que la mort ne prévient pas. En 2 minutes, j'ai entendu des gens qui disaient que non, que c'est pour 5 minutes, c'est pour 1 heure, c'est pour 30 minutes et qu'on sort. En 30 minutes, vous savez ce qui peut arriver. Quelqu'un peut mal conduire et entrer là. Regardez le nombre de personnes que ça peut tuer. D'où le préfet a bien fait. Il n'a pas été par la violence. Il a été posément en invitant les imams, discuter avec eux. C'est l'occasion pour ces musulmans-là, ces chefs musulmans, ces imams, de sensibiliser leurs fidèles et de réfléchir à comment construire les mosquées.
Il est reconnu ici, je ne veux pas, pour terminer, il est reconnu ici, il est dit ici en Allemagne, vous vous rappelez peut-être de l'histoire là, où les gens cédaient des mosquées pour les musulmans. Il ne faut pas parler dans ce sens-là aussi. Les églises ont cédé leurs églises pour les musulmans. Je pense que pour le moment, je ne suis pas sûr que le Coran dit quelque part qu'on ne doit pas prier dans les églises. Comme ça s'est passé, les chrétiens ils sont éclipsés, ils ont laissé l'église. Quand ils sont partis, et ils sont revenus. D'où, s'il y a des endroits qui n'ont pas pu construire des mosquées, c'est l'occasion qu'ils puissent s'entendre avec leurs frères chrétiens et aller prier. On ne prie pas au bord de la voie. Non. Voilà, d'où cette décision. Cette décision est salutaire. D'accord. Alors, DP Hippolyte, voilà, donc vous étiez en train d'aborder... oui, j'abordais tout à l'heure les différents commentaires qui en ont suivi après la prise de cette décision du préfet. Et je m'avais dit quand même aux frères musulmans ou aux amis musulmans que même dans le Coran, il était exigé à ce que pour les prières là, que les fidèles s'alignent à ce que les pieds se touchent. Mais à la survenance de la pandémie du coronavirus, il y a les mesures barrières qui ont été exigées. On a parlé de la distanciation sociale. Mais est-ce que cette distanciation sociale distanciation sociale qui a été exigée, où tout le monde a respecté là, cela ne va pas faire ce que Allah qu'ils adorent ne va pas exaucer leur prière. Ça, c'est la première des choses qu'ils doivent comprendre. Deuxième chose, on peut invoquer Dieu n'importe où. Nous constatons quand des commerçants musulmans marchands là, quand ils vendent leurs marchandises, que l'heure des prières viennent, mais ils s'agenouillent là et prient continue. C'est au bord de la voie encore, c'est ça qui n'est parfois pas au bord de la voie, parfois sous les arbres. Au niveau des mosquées, on ne constate pas ça. Ce que je m'avais dit à ce niveau... Il y en a parfois qui rentrent dans leur boutique. Dans leur boutique il y a d'autres, ils sont au bord de la voie. C'est pour vous dire quoi? La mesure qui a été prise maintenant a été prise par une autorité publique. Donc, elle doit être respectée. Oui, au cas où cela ne serait pas respecté, là, l'autorité va vouloir réprimer. Excusez-moi, aussi l'autorité. Nous jamais dit qu'ils ne vont pas respecter. Non, c'est par rapport aux commentaires. Excusez-moi, je ne suis pas contre les musulmans. C'est par rapport aux commentaires que certains fidèles en font. Donc, je les exhorte tout simplement ce que qu'ils pensent maintenant, tel que l'a martelé mon confrère Kochoni, à construire assez de mosquées. D'abord, c'est une question de sécurité publique. Le fait qu'ils prient au bord des voies, mais sur les trottoirs là, ou les acteurs des grandes voies, cela les prédispose à des accidents. Et quand on parle d'accident, on sait que la mort peut survenir, plusieurs personnes vont mourir à la fois. La mort n'est pas à expérimenter. Ce n'est pas une bonne chose à expérimenter. Donc, ils doivent se réjouir de cette décision qui doit quand même amener les fidèles qui ont les capacités financières nécessaires là pour construire quand même assez de mosquées pour qu'on puisse décongestionner les grandes mosquées qui accueillent beaucoup de fidèles les vendredis. Deuxième mesure que je vais proposer, non, laissez-moi, excusez-moi, continuer. Deuxième mesure que je m'en vais proposer, c'est que si les imams peuvent s'entendre pour essayer de faire 2 à 3 prières comme le font certaines églises. Quand vous allez sur les églises catholiques ou les églises évangéliques là, où il y a de grandes affluences là. Excusez-moi. Excusez-moi, vos prières ne durent pas. Les prières musulmanes ne durent pas, contrairement aux prières des chrétiens. Ils vont changer chaque fois. Il n'y a pas de problème. C'est pour vous monsieur, continue. Laisse-moi aller au bout de mes intentions. Alors, mais laisse-moi aller. C'est des propositions. On ne va pas rentrer dans les rituels, les pratiques des on reste sur les exigences du préfet. Alors, maintenant, on revient ici. On ne va pas parler des doctrines, des pratiques, des rites
des congrégations, non. Ce n'est pas On va des rythmes. on Moi, je propose va revenir sur ce qu'on débat. multiplie les aides de prière, Alors, c'est tout. voilà. Non. Alors, Au niveau alors, des chrétiens, c'est possible. 14 heures, c'est 14 heures. La prière de 14 heures, il y a une de 14 heures, 2 à des fois de 14 heures 10. Moi, on pourrait dire qu'il faut commencer ça à 13 heures. Alors, mais je crois quand même que c'est une rencontre. Exceptionnelle, mesure exceptionnelle. sommes Il faut dire de d'accord. soi, Mais non. cette mesure-là Issaka ne peut pas Kosono, marcher. qu'est-ce Oui. quand même comme une rencontre conviviale entre le préfet et les responsables religieux au niveau donc des musulmans. Et je crois qu'au niveau donc de la base, il n'y a pas de résistance à cela. Oui, il ne peut pas avoir de résistance ça. en ce sens que ce sont les imams qui sont partis, ce sont ce que vous appelez évêques et consorts, là, voilà. c'est eux. C'est eux qui décident. Si Il faut les que- imams viennent à la base, Ouais, ils doivent il faut que- rencontrer désormais et Voilà. étudier même pour dire ah c'est une bonne décision. C'est-à-dire que peut-être beaucoup ne comprennent pas les conséquences de ce comportement-là. Et le préfet a pu les amener à la raison pour dire lorsque vous priez au bord des voies là, ça a des conséquences. Non seulement que ça allait un peu l'environnement, la pollution acoustique, tout ça là, mais il y a aussi la posée un aspect, il y a aussi la concentration. Imam qui dit Allah Akbar et un véhicule venait, vous pensez qu'il sera concentré sur ce qu'on dit avant de baisser la tête? Je ne suis pas sûr. Lorsqu'un véhicule venait, il dit Allah Akbar, là, il va penser à Allah. Mais s'il est dans sa mosquée en train de prier, je pense que ça amène aussi la concentration. C'est pour ça qu'il dit que c'est une bonne décision si nous réfléchissons bien. Mais en Nous dehors des analysons. mosquées, souvent, quand les musulmans ont des fêtes comme Ramadan et autres, on les voit souvent sur des places Idi. Il y a une place Est-ce qui est... que, voilà, est-ce Oui, que- il y a une place qui est réservée sur ça. Pour le moment, je ne suis pas sûr que le préfet a dit qu'il ne voudrait pas les voir aller prier à la place publique. Est-ce que Mais pour pas- ces prières avec du grand rassemblement, comme vous l'avez dit, que le Coran existe, que certaines prières se fassent en communauté, est-ce que pour ces prières aussi, c'est peut-être pas le moment d'aller Bon, sur ces en places? fait, je n'ai pas lu le Coran. Je ne suis pas sûr que dans le Coran, il est dit qu'on peut faire ces prières un peu en écart. C'est souvent en groupe. C'est comme vous allez au niveau de Sainte Marie à Dassa, après ainsi de suite là. Donc, d'accord. je ne suis pas sûr que le préfet a dit de ne pas faire ces prières ces deux prières par an. Et Tabaski et Ramadan et consorts. Les deux là, je ne suis pas sûr que le préfet peut refuser ça. Non, Qu'il pas du fasse tout, en pas groupe, du je ne tout. suis pas sûr. Pas du tout. Mais les prières du vendredi, une fois par semaine là, c'est pas du tout bon qu'on les fasse au bord des voies. Oui, ça permet ou bien ça empêche beaucoup de choses. Les véhicules qui vont entrer, peut-être en train de prier, un chauffeur peut déconner là. C'est les gens qui seront tués, c'est les Béninois, c'est les gens qui vont construire le Bénin. D'où c'est une bonne décision, c'est pas une décision pour le présent seul, c'est pour le futur. Et lorsqu'on tue ceux-là, qu'est-ce qu'ils deviendront? Qui sont ceux qui peuvent gérer encore? D'où le préfet a bien fait de régler la situation de cette façon que les musulmans m'en excusent beaucoup. Il y a aussi un aspect, avant d'en aller, je ne sais pas si mon confrère a quelque chose à dire, mais il faut que le préfet lutte aussi contre la pollution sonore au niveau des églises. Ce n'est pas concurrence, comparaison n'est pas raison. Il y a des églises aussi où c'est la pollution. Si chez les musulmans, c'est la prière commune là qui crée. Au niveau des églises aussi, c'est la pollution acoustique. Médiatique autour, la sensibilisation, ça a baissé un peu, ça a légèrement baissé. Ça a légèrement baissé, mais il y a ce truc qui continue. Qui continue dans les quartiers, c'est haut-parlons, mais chaque fois c'est prière, même à minuit, il y a des églises. Je ne sais pas qu'ils sont en train de dire n'importe quoi. Si vous voulez, vous pouvez me suivre peut-être ce soir. Il y a des églises où la nuit, c'est la nuit et il prie. Je pense que le préfet, après ceci, il faut qu'il aille aussi au niveau des églises pour empêcher la pollution acoustique. Oui, sinon c'est pas trop bien. Il ne faudrait faudrait pas que la prière de l'autre empêche l'autre de dormir. Ça entre nous aussi même dans le domaine du péché. C'est un péché peut-être. Quelqu'un qui est en train de se reposer pour votre prière, votre demande auprès du Seigneur, vous l'empêchez de dormir. Quelle prière vous êtes en train de faire? Selon moi, vous le préfet aussi doit tout faire pour finir. Voilà, le préfet doit tout faire. Je pense qu'on ne va pas amalgamer les sujets. Moi, je vais rester toujours avec nos amis musulmans. Oui. Non, mais c'est juste une ouverture de la part de Siaka. Et c'est juste une ouverture. Ça ne gêne pas. Mais ce que je m'avais dit, et je le redis, pour que cette décision puisse être respectée, parce qu'on ne peut pas dire en 2 ou bien en 1 mois qu'on pourra construire des mosquées. Là, c'est impossible. Donc, pour l'heure, il faut que les musulmans aillent prier dans les mosquées les vendredis. Mais voilà que ces mosquées n'ont pas la capacité d'accueil nécessaire pour accueillir tous ces, pour que tous ces fidèles ça musulmans revient aux responsables, aux puissent imams prier. Donc, trouver ce qui voudra dire, je solutions. le redis, tant qu'on ne va pas multiplier les prières du vendredi là, Alain aura bel et bien pris de pareilles décisions. Les imams auront bel et bien la volonté de la respecter, mais ils ne pourront pas. Je vais vous donner un exemple. Un imam vient peut-être à la prière de 13h, mais à 14h,
tel que tu l'as dit, que vous priez, et les fidèles viennent en masse, il ne va pas les chasser ni les renvoyer. Non. C'est impossible. Oui, Donc, c'est quoi moi je préconisais à ce qu'on puisse multiplier les prières. Non, mais Ce n'est pas faisant. je crois quand même que ça revient, hein, parce que ça touche directement aux doctrines de Non, c'est est-ce que le peuple... écoutez-moi. De prière, ça revient aux imams, hein, ça reste des propositions. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas musulman, alors, mais je suis un croyant, je sais quelque chose. Moi, j'ai vu, par exemple, en pleine pic de Covid, au début, quand on a interdit aux églises, ensuite on a donné l'autorisation pour rouvrir les églises, par exemple. Moi, j'ai vu quand même dans des congrégations où on a été obligé de dire à des fidèles, mais lorsqu'on met en place le dispositif, on installe, et on constate que il n'y a plus d'espace pour mettre en vigueur la recommandation sur la distanciation. Moi, j'ai vu quand même qu'on a dû renvoyer certains fidèles à la maison. On a été carrément dit, revenez, le dimanche prochain, vous pouvez venir, vous faire votre prière. Le problème qui se pose est deuxième chose. Et ils peuvent négocier aussi avec l'autorité publique pour voir dans les zones où il y a eu beaucoup d'affluence. Quand on prend la mosquée centrale de Zongo, Cotonou, regardez ce qui se passe les vendredis. Quand nous quittons même ici, quand on quitte Gromena pour aller à l'échangeur de Godomé, arriver à hauteur du campus les vendredis, arriver à hauteur de, après Redonou, la petite mosquée là. Donc tout est, ça dit, la voie est obstruée par les fidèles. Donc le problème qui se pose, je dis, Dieu, dans sa dimension infinie, dans son amour infini, pour le respect d'une décision d'une autorité publique que lui-même il a établi là. Parce que toute autorité vient de Dieu. Même ça dit dans le Coran que le fidèle doit respecter la décision. Pour l'instant, il n'y a pas encore de problème par rapport au respect de la décision. C'est pour dire qu'en multipliant les heures de prière, confrère, Dieu ne va pas exaucer leurs prières. Confrère Hippolyte, vous n'êtes pas en train de comprendre. C'est une proposition que je fais. Les musulmans savent ce qu'ils vont faire. Les musulmans connaissent ce qu'ils vont faire. Ils connaissent leurs propositions. Maintenant, c'est aussi trop tôt pour nous. C'est que vous êtes en train de dire. Maintenant, on va attendre pour voir ce que les prochains jours nous réservent. Voilà, ils ont les propositions, mais dit pourra être mise en exécution, on revenir dans son entièreté. Pour en parler. Merci Paulette, merci Saka. Ce n'est pas la fin de cette émission. De toute façon, on continue avec le second sujet. Donc, les réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Oui, beaucoup de réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Les conseils d'administration des universités installés, plusieurs commissions installées et même l'appel à candidature lancé pour donc la nomination des recteurs, vice-recteurs, des directeurs des établissements et écoles et autres. Alors, mais au niveau de l'intersyndical, on reste encore un peu réticent par rapport à ces réformes, simplement parce que l'intersyndical déclare ne pas être associé, donc que ce soit le processus de diagnostic, la procédure même qui a conduit les travaux en commission, qui a conduit à ces réformes. Voilà, donc la situation au niveau de nos universités. Issaka Koshoni, je vais commencer avec vous. Je crois qu'il y a un auteur qui a dit « Toute décision qui est prise sans m'associer est contre moi. Toute décision qui est prise sans m'associer est contre moi. » J'ai suivi l'élément où le représentant de l'intersyndical disait, Cristal disait, d'une manière ou d'une autre, qu'ils étaient associés au niveau de l'avant-projet. Mais à la fin, ils ne sont pas associés pour le projet même, jusqu'à ce que les décisions sont sorties. J'ai suivi un peu l'élément. Je crois que, pour moi... Même pour l'avant-projet, ils n'ont pas été pour autant associés. Ils ont eu les documents lors du séminaire. Voilà, et ils disaient qu'ils n'ont même pas reçu aussi les documents de visite tels qu'on peut le croire. Je pense que, pour moi, ce n'est pas trop bien. C'est pas trop bien. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas opérer une réforme sans associer les vrais acteurs. Et on va dire, nous n'avons pas reçu le test, ils nous ont dit, je crois que ce n'est pas bien. Les universitaires, ils ne sont pas des enfants. On pourrait les associer, eux-mêmes vont apporter leur appréciation. Aujourd'hui, voilà qu'ils disent qu'ils ne sont pas associés. Ça veut dire la réforme opérée a des couacs. Dans le futur, dans le temps, dans l'espace, cette réforme aura des soucis. Du moment où on n'a pas associé les vrais acteurs, les bénéficiaires, lorsqu'on prend une décision et vous n'associez pas les bénéficiaires, je ne suis pas sûr que cette réforme-là
peut marcher. Vous devez associer les bénéficiaires et même diront, nous sommes d'accord ici, là, nous ne sommes pas d'accord. Si on faisait comme ça, c'est pas bien. Voilà, des propositions concrètes. Mais ici, selon les propos de l'intersyndical, le représentant de l'intersyndical, lui disait qu'ils ne sont pas associés. On leur a parlé, ils n'ont pas un document officiel. Oh, il faut qu'ils aient des documents, lire pendant des moments pour dire ici, là c'est bon, là c'est pas bon, ainsi de suite. Je crois que, le gouvernement, effectivement, il a décidé de faire des réformes qui, si on comprend le sens, sont salutaires, mais on devait associer les vrais bénéficiaires. Les vrais bénéficiaires de cette réforme-là doivent être associés afin que la réforme marche. D'où je n'ai pas trop apprécié cette démarche qui consiste à prendre des décisions sans associer les vrais acteurs. Si ce qu'il a dit est vrai, je pense que ce n'est pas trop bien, selon moi. Alors, Hippolyte. Bon, ma lecture par rapport à ces réformes qui s'opèrent dans le secteur de l'enseignement supérieur, je pense personnellement que l'éducation béninoise ou l'enseignement, c'est-à-dire au niveau des 3 degrés, enseignement maternel, primaire, secondaire, technique plus supérieur, mérite effectivement des réformes. Et l'actuel gouvernement est en train de faire quand même beaucoup de choses sur ce chantier-là. Mais si les réformes s'opèrent sans que les vrais acteurs ne soient pas associés, je pense que la mise en œuvre de ces réformes vont connaître des soulèvements, vont être contrecarrés par certaines velléités, au point où on ne pourra pas quand même voir les résultats. Atteindre les objectifs. Oui, mais atteindre les objectifs escomptés. Donc, quand nous prenons la sortie médiatique de l'intersyndical des enseignants des universités nationales du Bénin, et le professeur Kenoukan Cristal, et il a accepté, il a dit que le diagnostic qui a été fait là, que l'intersyndical l'épouse dans son entièreté. Donc ils sont d'accord qu'il y a plusieurs mots qui minent le secteur de l'enseignement supérieur. Et qui ne rejette pas rien par rapport aux problèmes ou bien aux difficultés que rencontre le secteur. Mais par rapport à ce qui a été proposé, il n'a pas trop aimé, d'abord parce qu'ils ne sont pas associés. Quoi qu'on dise, c'est des professeurs d'université. Ils ont aussi cette capacité d'apporter leur touche à la construction quand même de la chose éducative de notre pays. Des enseignants. Donc c'est le représentant des enseignants. Et on ne peut pas parler du secteur de l'enseignement en occultant les vrais acteurs que constituent les enseignants. Ce sont les vrais acteurs même de l'éducation, ça. Les bénéficiaires. Sans eux, on ne peut rien. Sans enseignants, on n'aura pas d'apprenants. Et sans enseignants, on ne pourra pas mettre en application ces réformes. Donc les enseignants sont en amont et en aval de la mise en exécution de ces réformes. Mais maintenant, quand nous prenons par exemple les différentes réformes qui ont été opérées ou bien les différents projets qui sont en gestation, mais voilà que le représentant de l'intersyndical dit qu'ils n'ont pas été associés. Et ça dit qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à comprendre de fond en comble le contenu de ces avant-projets ou bien de ces projets ou bien de ces décrets qui seront pris. Ça pose véritablement un problème. C'est le moment quand même de dire au gouvernement que pour les fois à venir, nous sommes d'accord que les cadres qui sont tapis dans les bureaux, bien cravatés, bien en veste, ont aussi des capacités d'apporter les choses. Mais s'il s'agit de certains secteurs très essentiels, très primordiaux comme l'enseignement, on ne saura faire aucune réforme en occultant les vrais acteurs qu'ils constituent. Alors, on va revenir maintenant sur quelques points proposés. Parce que quelques points si nous prenons par exemple l'affaire de l'instauration des conseils d'administration pour chapeauter désormais les rectorats au niveau des différentes universités publiques. Je pense que ça, c'est une très bonne chose. L'intersyndical ne peut pas refuser parce que l'instauration d'un CA promeut du moins la bonne gouvernance au niveau de ces grandes institutions que conçuent les rectorats. Nous sommes d'accord avec eux. Même leur désignation, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, quand nous prenons par exemple à cette décision qui a été prise, il faut désormais ne plus
élire plutôt les recteurs. Oui, je venais là. Mais, Voilà. Les recteurs, mais qu'il faut maintenant les nommer par appel à candidature. Qu'il lançait déjà. Oui, et alors que le gouvernement avait dit que c'est pour dépolitiser l'université. Je suis d'accord. Mais c'est une autre forme de la politisation qui s'installe. Oui, nous sommes d'accord. Mais c'est un régime qui est là. Mais qui sont ceux qui vont dépouiller ces dossiers? C'est les membres du conseil d'administration. Ces membres ont été nommés par qui? Par le gouvernement. Vous comprenez? Donc le diagnostic qui a été fait pour dire que l'université est politisée, le diagnostic est vraiment vraiment pas étendu. Je pense que nous sommes d'accord, mais pour ma part, excusez-moi, au niveau de là où vous êtes en train de parler, je vais te laisser la parole. Pour ma part, c'est vraiment un recul démocratique. Je m'explique. Sur ce point. Oui, parce que tout à l'heure, on disait que oui, tout à l'heure, dans la même lancée, Hippolyte, oui. Oui, nous avons quitté l'étape politisée, on a là la démocratisation, on revient encore à la politique. Je crois que c'est ça que tu veux dire. Sans évaluer, Parce que selon certains enseignants, ça n'a pas été évalué. Voilà, selon certains enseignants, ça n'a pas été évalué. On dit qu'il faut quitter la politisation en allant à la démocratie, à la démocratisation. Voilà, on quitte là, on revient encore à la... C'est la politisation même ça. Vous êtes sûr, je l'avais dit ici, est-ce que vous êtes sûr que celui qui sera nommé recteur, qui sera désigné comme recteur, est-ce que vous êtes sûr que celui-là peut être quelqu'un apolitique? On peut choisir, on dit que ce n'est pas appel d'offres. C'est ça, il vient de dire, qui sont ceux qui vont utiliser ces appels d'offres-là? C'est toujours les politiciens. Est-ce que vous êtes sûr que selon l'étude, s'il revenait, je le dirais ouvertement, s'il revenait que c'est quelqu'un qui est d'un autre bord, on peut le choisir comme ça? Je pense que ce n'est pas trop bien. On va me dire que élire quelqu'un et le nommer, celui qui a été nommé va gérer bien que celui qui a été désigné. Encore que nous savons comment on fait les élections sur les campus. C'est tous les mouvements, les enseignants, les étudiants, tous, c'est eux qui disent c'est celui-là nous voulons. Oui, c'est un corps constitué. Alors, mais on dit c'est pas le cas. Nous avons écouté l'avis du secrétaire général et porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement à propos donc de cette question sur y a-t-il recul démocratique à l'université ou pas? Il répond oui, Filian Ngoumedi. Quelle est la finalité de la démocratie? C'est le développement, c'est l'épanouissement. Aussi bien au plan national que sur les structures ou les localités où le principe démocratique s'applique. Nous avons fait une expérience avec nos universités publiques en promouvant la désignation au suffrage universel de leurs responsables. À l'heure du bilan, je ne suis pas universitaire, je ne suis plus étudiant non plus, mais à l'heure du bilan, les acteurs eux-mêmes restent sur leur fin. Quant aux effets recherchés à travers cette réforme. Et puis, rassurez-vous, ça n'est pas une décision du gouvernement, ça n'est pas une imposition du gouvernement. Le gouvernement a mis en place, là encore une fois, dans une démarche participative, consensuelle, a mis en place une commission qui a travaillé, a déposé son rapport avec des propositions et ce rapport a été soumis à l'analyse des experts, aussi bien du public que du privé et même associatif, à l'occasion du séminaire national qui a été organisé pour faire le point, trancher et faire les grands arbitrages. C'est ça qui a débouché sur la décision d'organiser désormais la désignation des dirigeants de nos universités publiques par l'État central directement. Et donc il faut espérer que le processus qui va se mettre en place, puisqu'il s'agira surtout d'appel à candidature, va faire en sorte que émergent les meilleurs profils en termes de qualification, mais aussi en termes de capacité de gestion. Et ces meilleurs profils vont être regardés, le gouvernement va faire les choix, procéder à la nomination et, fort évidemment, avec la dynamique de promotion du sens de responsabilité, mais aussi de bonne gouvernance qui prévaut dans notre pays depuis au moins 5 ans maintenant, ces futurs responsables seront jugés au résultat. Et nous apprécierons tous ensemble si ça n'a pas été une bonne décision que de prôner désormais la désignation et d'attacher à ces personnes l'obligation de résultat dans les différentes fonctions qu'elles seront appelées à occuper. Voilà la perspective et donc on peut bien constater que, a priori, il ne s'agit pas d'un recul démocratique. L'objectif poursuivi, c'est la performance de nos universités, c'est la recherche de l'efficacité au service des étudiants, au service des plus jeunes et au service du Bénin en un mot.
Alors, à l'instant, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfred Langbeji, il a répondu à la question. Ce n'est pas question de recul démocratique. Voilà, donc c'est question de développement, d'évolution. Pour lui, l'autre procédé ou l'autre mode de désignation a été donc évalué. Il a dit à l'heure du bilan, parce qu'il disait à l'heure du bilan. Alors, il a rassuré quand même que dans le processus de nomination de ces recteurs, qu'il n'y aura pas du tout de politisation. Les meilleurs profils seront donc étudiés. Alors, voilà. Bon. Au fait, le gouvernement a semblé justifier sa prise de décision. Et la responsabilité de la gestion du pays les incombe aujourd'hui. C'est l'État qui définit la politique en la matière. Mais le gouvernement qui est là a une période à passer à la tête de notre pays. Mais l'éducation n'a pas un mandat ni une période à faire. Ça demeurera de génération en génération. C'est plus qu'un gène qui est de façon transmissible. Si le diagnostic est mal posé et des solutions sont mal préconisées, le problème demeurera, mais avec beaucoup de plaies béantes. C'est ça que... Pourquoi je le dis? Parce que si aujourd'hui on dit que c'est parce qu'on est revenu à la démocratie, on a constaté que quand les recteurs, les doyens ont été élus, il y a une mauvaise gestion, tout ça là. Mais moi, je m'interroge sur beaucoup de points. Vous voyez l'actuel recteur de l'Université d'Amérique qui est là, professeur Massime Dacruz, et Gandako Prosper de l'Université de Parakou, et bien d'autres recteurs, il y a l'Université de Quito aussi qui est là. Mais ils étaient à terme de leur mandat. C'est le même gouvernement qui les a nommés, qui les a reconduits, qui a prolongé leur mandat. Est-ce à dire qu'ils avaient mal géré, c'est quoi ils ont prolongé leur mandat? C'est une interrogation que je soumets à tout le peuple béninois. Je vais venir maintenant. Il a parlé de la qualification et de capacité de profil. Oui, nous sommes d'accord, c'est une expression, il a fait sortir. C'est bon à entendre. Mais est-ce que véritablement, je dis bien, véritablement, l'application, ou bien le termine, ou bien l'examination des dossiers serait faite de la manière ce qu'il y aurait effectivement de la transparence. Ça restera vous n'allez pas me dire aujourd'hui... technique, c'est selon vous, est-ce que ça restera purement technique quand nous prenons l'université de Mekalavi... Et administratif. C'est la réplique en miniature. Le recteur, mais il dépasse, en termes de capacité de gestion, il dépasse le ministre de la République. Ce n'est pas n'importe qui est le recteur. Ce que Dacruz gère là, ce n'est pas petit. Mais pour dire aujourd'hui, le gouvernement, et on sait qu'en termes de politique, aucun président au monde entier, mais aucun régime n'exclut dans sa politique personnelle l'université. Vous comprenez? C'est le pays en miniature là. On ne va pas vouloir remettre, nommer n'importe qui à la tête de l'université d'Amekalavi s'il n'a pas des affinités avec le pouvoir. Mais ça serait de l'absurdité. On n'a pas besoin d'être imposé d'abord. Donc pour vous, la question de profil... La question de profil, on peut avoir bien le profil, mais souffrons qu'on ne va pas dire forcément qu'il n'y aura pas des affinités politiques. Ça là, je crois que le SGA a évacué cette question. Lorsque vous prenez une décision, il faut pouvoir justifier cela. C'est ça que Wilfrid Langbeji vient de faire. Il a bien justifié pourquoi ces réformes, pourquoi ceci. Je crois que si vous êtes habitué à l'université, je ne sais pas pour le moment, je pense peut-être les enquêtes vont prouver cela après. Je crois qu'on ne peut pas me dire que Maxime Dacruz a mal géré. Il a été élu par les étudiants, les professeurs, les syndicats et consorts. Les acteurs de l'université. La communauté universitaire. Voilà. Il a été élu par ceux-là. Est-ce qu'on va me dire qu'il a mal géré? Point d'interrogation. Peut-être ils ont eu des informations que moi je n'ai pas encore à mon niveau. Les acteurs du domaine peuvent mieux juger qui peut réellement... Parce que lorsque vous faites un mandat, on vous dit pour le premier mandat, lorsque vous gérez mal, ils sont bien positionnés pour dire les fois à venir, vous ne pouvez pas être encore recteur. Or ici, si c'est que c'est un comité qui doit étudier le profil... C'est un comité qui doit étudier le profil. Il y avait aussi une commission électorale quand il voulait aller à l'élection. Qui étudie les dossiers. Oui, qui étudie les dossiers, qui voit que voilà, il y a des gens qui ont été éliminés. C'est la même chose qui se passe actuellement. Je pense que c'est maintenant l'université a commencé par être politisée.
Parce que je le dis, on ne peut pas me montrer le contraire. Qu'on peut choisir quelqu'un qui est neutre pour être le recteur. Encore que j'ai une information, ça va se vérifier, vous allez me confirmer ça, qu'on peut même élire, on peut même nommer un recteur qui n'est pas béninois. Le recteur Voilà, peut être de nationalité étrangère. Mais on ne sait pas si c'est confirmé dans le projet, la réforme. Non, on ne sait pas si c'est confirmé. Vous avez lu l'appel à candidature, non? C'est ça. Mais ils ont c'est Voilà. clair. C'est Donc, ça, en fait, l'aspect qu'on continue à aborder là, c'est un aspect vraiment très pertinent. On va laisser terminer. Voilà, d'où je suis en train de dire, aller par nomination ne peut pas être mieux. Quelqu'un qui est élu par nomination ne peut point gérer plus que quelqu'un qui a été élu. Oui, mais ce que le SGA n'a peut-être pas dit ici dans l'extrait ou lors de cette rencontre, c'est ce qu'a révélé réellement le bilan, l'évaluation de l'élection des recteurs. Voilà. Qu'est-ce qui a été, puisque selon lui, les mêmes acteurs, les acteurs dénoncent en fait certaines choses. Alors, il va falloir certainement communiquer autour pour que ce que les gens, les acteurs ont dénoncé. Qu'est-ce qu'on reproche à Sinon, c'est tout ce que moi j'ai lu, ce que j'ai comme information, c'est une journée, c'est une seule journée pour évaluer. En une journée, comment on peut évaluer la gestion de quelqu'un pendant 4-5 ans? Je crois que c'est impossible. Il faut qu'on étudie réellement et retrouver le problème. Depuis qu'on a démarré les élections universitaires, ça va être il faut qu'on étudie. Oui, c'est depuis pratiquement l'année 2004-2005. Il faut qu'on étudie réellement et trouver les solutions. On ne peut pas trouver les solutions définitives, mais il faut qu'on trouve les solutions adéquates. Cette affaire de nomination-là, c'est la politisation. Parce qu'on ne peut pas me dire, on va prendre quelqu'un qui est de l'opposition, on va le nommer. Encore moins, celui qui est là pensera toujours à celui qui l'a envoyé là. Oh, lorsque vous êtes élu, vous êtes indépendant. Mais pourquoi vous avez des réticences par rapport à ça? On a quand même vu sur le front de la lutte contre la corruption, le gouvernement on a un exemple à donner. Évacué même devant la justice, quand même des gens tapés dans... Après la suspension... Alors, pourquoi vous ne portez quand même pas... vous ne voyez pas la franchise du gouvernement dans ce cadre? Non, le gouvernement... Si on voit aujourd'hui des cadres soutiens du chef de l'État qui sont devant la justice, de la même façon, on peut avoir donc des cadres peut-être de l'opposition qui ont le profil meilleur pour être recteur, nommé recteur, c'est possible. Oui, et Corneille, le gouvernement semble faire preuve de franchise envers son propre. Nous, on n'a pas la capacité aujourd'hui de voir si le gouvernement est franc ou pas. Mais l'histoire à travers cette décision, l'histoire donnera raison on peut quand même à l'un ou à l'autre pour savoir qui dit réellement la vérité. C'est ça le problème. Je vais vous donner ce exemple. L'actuel doyen de la faculté de droit, le professeur que je respecte beaucoup, David Niaoui, il a été nommé. Mais on voit qu'à demain donné, même sur le campus, il organise des séances de propagande du gouvernement. Vous voyez déjà. Mais cela a de l'influence directement sur les étudiants. Si moi je vois mon doyen, il parle d'un régime, je suis mon doyen d'une faculté, grande faculté comme la faculté de droit FASESP. Vous voyez déjà cette influence que cela a au plan politique. Donc vous voyez, c'est pourquoi on dit que l'affaire de nomination, appel à candidature là, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Maintenant le drame, ça je le dis drame, le fait qu'on peut... Non, c'est pas un drame, ça. Non, je dis un drame parce que ça dit qu'on est drame. Si vous et nous, il y a un adage qui dit dans ma langue que on ne peut pas refuser de donner du maïs au coq à la maison et aller donner ça au pintade dans la brousse. C'est une question de maïs? Non, c'est un proverbe. Nous sommes béninois. Nous sommes des patriotes. Nous ne sommes pas des apatrides. Nous sommes des patriotes. Mais au nom du patriotisme, on ne peut pas prétendre qu'aujourd'hui que le Bénin n'a pas des intellectuels comme ça. Pour gérer nos universités. Mais ça pose un problème, ces gens, pour dire que nous n'avons pas le désert de compétences dont le chef de l'État avait parlé. Encore qu'il a rectifié ça, qu'il y a des compétences. Et encore en exergue. Et ça voudra dire que l'excellence qu'on dit qu'on promeut, on s'oppose encore à ça. Ça, il faut dire la vérité. Non, on peut être français d'origine béninoise. Non, on ne sait jamais. On peut être français d'origine béninoise comme on peut être... Non, connais. Moi, je peux admettre, on peut beau critiquer, appeler à la candidature pour nommer, mais accepter à ce qu'on nomme encore à la tête de nos universités un étranger après 60 ans d'indépendance. Mais ça, c'est la reconnaissance de nos universités, c'est grave. Non, au fait, les gens on dit pour tuer un pays, il faut tuer son éducation. Tout à fait sûr. L'éducation béninoise ne peut pas être construite sans les Béninois. Non, parce qu'une éducation sérieuse
est assise d'abord sur la culture d'un peuple. Bon, j'ai suivi. Laissez-moi. Alors, Issaka, alors rapidement, on va changer de sujet rapidement. Un instant, Issaka. Quel est le rôle du savoir où on y fabrique des élites de la République? On ne peut pas permettre qu'on confie la gestion de cette université-là à n'importe qui. Donc, nous prenons avec beaucoup de pincettes. L'appel à candidature, on va nommer des gens qui ont des profils idéaux qu'on sort. Ça là, on peut quand même mettre du bémol. Moi, je rejette entièrement qu'on puisse confier, peut-être un exemple, l'université d'Ahmed Calavi, à un certain autre paradis. Voilà. Je crois que quand moi j'ai lu, j'ai choqué un peu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lors du discours du chef de l'État, le pays dernier dit nous ne sommes pas totalement indépendants. Le Bénin n'est pas totalement indépendant. Lorsque vous décidez de l'indépendance politique, voilà. Lorsque vous travaillez, ils ne m'ont pas, je n'ai pas réellement indépendant. Oui, je n'ai pas encore reçu une information qui me dira que celui qui peut être, selon l'étude des dossiers, sera togolais, sera français, sera belge. Mais je proposerais que les actes suivent les propos du chef de l'État. Parce que lorsque vous confiez votre haute étude universitaire à quelqu'un qui n'est pas laboratoire du pays, laboratoire du pays à un étranger, ça c'est la dépendance totale, je vais dire. C'est la dépendance totale, ça. D'où cette partie de choisir, on peut choisir, je pense que c'est bien à dessein. Je suis pas sûr. De nationalité étrangère. Peut-être c'est bien à dessin, mais il y a quand même un autre point, mais on va le prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait vraiment pas si dans le décret adopté là, dans le décret pris, si c'est confirmé, puisque les enseignants eux-mêmes, l'intersyndical et certains, n'ont toujours pas encore donc, les documents finaux. Alors, la création du corps hors hiérarchie, voilà, donc c'est le corps hiérarchie donc, des enseignants qui ont servi l'État dans le système admis à la retraite, peut toujours rester d'accord dans un contrat avec l'État, 5 ans, renouvelable de façon illimitée. C'est ce qui est dit dans l'avant-projet. On ne sait pas trop si c'est confirmé dans donc, le décret qui finalement adopte des réformes. Alors donc on va prendre cela avec un peu de pincette pour le moment, sous réserve de vérification. Effectivement, sous réserve de vérification, et si éventuellement cela, il advirait que des cadres ont proposé de pareilles choses, nous ne serons pas du tout du même avis, dans la mesure où des gens qui ont eu à servir l'État pendant plusieurs années, où on sait que quand vous êtes universitaire, il faut être en deux à Avignon, on voyage beaucoup, on est tiré de gauche à droite. Et il faut aussi, la plupart des universitaires que nous voyons qui sont des retraités, c'est des gens qui ont des âges un peu avancés. Ils sont fatigués physiquement. Donc, on les fait encore appel pour leur donner un contrat de 5 ans renouvelable plusieurs fois. Ce n'est pas une bonne chose. Ou bien s'il y aura des arrêtés. La relève, si on va continuer. Non, ça je vais vous dire ça là. Donc, c'est qu'il va falloir que l'État puisse, s'il advenait qu'il veut recruter effectivement un corps comme ça, des retraités, on va dénommer corps hors hiérarchie. Donc, il n'a qu'à mettre beaucoup de critères qui puissent avoir un peu de timing, où ça ne doit pas être tous les retraités, qui peut être. Qui puissent remplir les conditions. Le jour aujourd'hui, nous avons assez de docteurs, de jeunes docteurs. Moi, je le dis parce que vous allez constater par rapport à mes plusieurs publications, je fais souvent la couverture médiatique des étudiants de thèse, de doctorat. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont docteurs maintenant. On a plus un désert de docteurs au Bénin. Dans pratiquement tous les domaines, il y a beaucoup de docteurs qui sortent chaque année, chaque mois même, je vais dire, qui poussent comme des petits champions et qui ont quand même des capacités d'assurer convenablement la relève. Donc c'est pour vous dire que si le gouvernement tente et qu'il est prêt à impulser cette jeunesse active, qui est prête effectivement à assurer effectivement la relève là, qu'on leur donne la main. On leur donne effectivement la main en recrutant. Je crois que le gouvernement fait beaucoup pour la jeunesse. Il fait beaucoup dans le domaine de la jeunesse en recrutant des jeunes à plusieurs postes. Mais ici, cette décision de faire référence encore à ceux qui sont déjà à la retraite, je pense que ce n'est pas bienvenu. C'est comme dans le domaine de l'enseignement secondaire, où des vieux qui ont fini depuis des années, on dit qu'ils peuvent être aspirants et on les recrute. Or, les jeunes sont là.
avec leur diplôme. Je pense que On a fini de régler la question oui, de je leur pense traitement que et c'est tout, l'occasion pour le chef de l'État d'aider la jeunesse, de permettre à la jeunesse aussi de faire des expériences, d'où à faire référence encore à ces retraités, c'est pas trop bien, c'est pas du tout bien. Il faut que le gouvernement puisse voir et faire la promotion de ces jeunes qui seront peut-être demain aussi la relève de qualité. Lorsqu'on parle de la relève de qualité, c'est la jeunesse. Mais comment on peut faire référence encore aux puisqu'on vieux en qui parle sont là, fatigués? d'ailleurs, on a que quelques 3 minutes encore rapidement sur le dernier sujet. Il y a des choses que le gouvernement doit revoir. Peut-être, ils ont dit, nous sommes d'accord, bien qu'ils veulent instaurer un corps qu'on appelle corps hors hiérarchie. Dans la même façon, ils veulent recruter des jeunes docteurs, on va leur donner des titres aspirants, après ils vont passer par des processus pour passer au concours de CAMES et consorts. Mais ce que je m'aimerais dire, nous sommes d'accord, mais donner jusqu'à un titre d'aspirant encore à un docteur, quelqu'un qui a le doctorat. Un docteur, c'est un spécialiste par essence. Parce que même si vous êtes géographe, avant de soutenir votre thèse de doctorat, vous devez vous spécialiser dans le domaine de la géographie. Vous comprenez? Tout le temps, on dit aspirant. Donc, dans aspirer, là, non, il y a des choses à dire. Il existe ça là aussi dans le secondaire. Ici, pour moi, c'est une bonne décision. Par contre, dit pendant 3 ans, si vous ne vous finalisez pas votre thèse et votre formalité au niveau du CAMES, on vous retire. Donc, c'est une manière d'amener la jeunesse encore à travailler à ce niveau-là. Il n'y a pas de recrutement. Alors, merci. C'est une manière d'amener la jeunesse. Je crois que nous avons que 2 minutes, mais on va juste faire un tour de temps sur la question de la jeunesse mondiale célébrée 12 août, donc jeudi dernier, journée mondiale de la jeunesse, ou journée internationale de la jeunesse africaine. Une fois encore, bien sûr, on en parlait ici à Kakoshoni. Aujourd'hui, face à tout ce que nous voyons, les guerres, les problèmes de chômage, de sous-emploi, la formation, les décisions prises par nos gouvernants, il y en a qui s'éternisent au pouvoir, la question des anciens, des aînés, toujours, on en parle toujours. Alors, quel est l'avenir de cette jeunesse-là et surtout, est-elle préparée pour la relève? Bon, je ne répondais pas à la dernière question, est-elle préparée pour la relève? La jeunesse, si on donne le pouvoir à la jeunesse, si on donne la liberté à la jeunesse de s'expérimenter, on peut compter sur la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale, la jeunesse béninoise. Sinon, si on pratique, on fait les pratiques comme ce que nous sommes en train de voir, nous allons toujours décrier la jeunesse. Donc pour moi, la relève est prête pour la relève, en ce sens que nous connaissons des jeunes docteurs, tel qu'il est en train de dire, des jeunes qui ont occupé des postes qui n'ont pas de mérite. Je donne un exemple tout à l'heure. Wilfried Liand, c'est un jeune, on ne peut pas me dire que c'est un vieux. Il fait de son mieux. Il y a des préfets jeunes, il y a des docteurs jeunes, il y a un peu partout, il y a des jeunes qui, pour le moment, je n'ai pas encore entendu le nom d'un jeune qui a détourné, comme beaucoup l'ont fait, dont vous attendez 3, 4, 5 milliards ici. Je n'ai pas encore entendu le nom des jeunes sur cette liste. Qui boivent des bières des bières de 13 milliards. Je n'ai pas encore entendu ça là de la jeunesse. D'où la jeunesse est prête pour assurer la relève. Pour finir, 30 secondes, tu m'as donné, c'est que tu es pressé pour parler de. Pour finir en 30 secondes, et il y a certains jeunes aussi qui ont besoin d'être bien éduqués. Parce que c'est toujours la jeunesse. Vous voyez le comportement de la jeunesse dans la société, habillement, façon de faire, des braquages un peu partout. C'est pour dire quoi? D'une part, la jeunesse est prête pour, comment on appelle, pour la relève. D'autre part, il y a certains jeunes qui ne sont pas encore prêts. Et lorsque vous entendez, on a arrêté tel, c'est des jeunes, la cybercriminalité. Comment on peut rester chez soi et dire, je vais escroquer l'autre, il va m'envoyer de l'argent pour dire, j'ai telle maison à Washington. Je pense que la jeunesse est prête d'une part et pas prête pour d'autre part. D'accord, merci, Siaka. Bon, pour ma part, je dirais quand même qu'il est temps à ce qu'on donne la main à la jeune génération. Si on va faire un recours dans un passé récent, à la veille des premiers chefs d'État après les indépendances qui ont fait les coups d'État là. C'est des jeunes. Kadhafi a été président à 27 ans. Birama Matiko a été président à 27 ans. Et Foya Sengbe, il y a beaucoup de jeunes, les Sassou dessous. C'est des jeunes et ils ont eu à gérer leur pays à leur manière. Voilà qui refuse de parler. Aujourd'hui, j'ai une autre exemple à donner. Quand on dit le Bénin, vous criez pourquoi à cause de l'argent. Mais l'argent du Bénin est géré par un jeune. Voilà une regarde. Une personne ne va pas démentir de sa compétence. Quand on voit le domaine sportif, on a produit le Bénin fait des sensations au plan sportif. Mais c'est géré par un jeune. On met tout à l'année. Il y a des jeunes qui sont à des postes de responsabilité, qui valent mieux, qui essaient mieux que ceux comme nous qui sont vraiment. Oui, mais est-ce que les élèves tendent vraiment la main? Voilà, non, le problème que se pose de dire, nous sommes d'accord que la jeunesse doit encore se capaciter. La jeunesse doit chercher encore à s'aguerrir. À s'affirmer d'abord. À s'aguerrir la d'abord. jeunesse s'affirme.
Et avant de Ça ne donne pas la s'activer. main. Maintenant, l'autre chose là, il faut que la vieille carte politique là soit prête pour passer la main à la génération. Et là, ce qui s'est passé chez nous encore tout récemment au niveau du conseil électoral, où c'est les vieux de la politique qui ont géré le Bénin pendant les premières années, les Saka Lafia qui ont été plusieurs fois députés, ministres, c'est les mêmes personnes. Alors que les vieux sont là, ou que les Adiola qui ont été même vice, anciens On a privé l'expérience. On commence par où là? Merci Siaka, merci à vous aussi, Kipoïdo Souano, depuis Nouvelle Élite et puis depuis la cible de l'info. C'était le rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale, internationale. Au revoir et à la semaine prochaine.